à l'Internet, voilà ce que vivent les Togolais. Vous savez, nous avons un régime, comme vous l'avez dit dès le début, un régime qui n'a pas pitié. Un régime qui ne pense qu'à lui. Voilà. Aujourd'hui, le déficit économique dans le pays, à cause de cette coupure de l'Internet. Mon commandant, oui. Mon commandant, puisque vous parlez de l'Internet, je vais vous laisser écouter un compatriote. Il a parlé en kabyle et peut-être que ça va vous permettre, vous allez nous traduire ce qu'il a dit et puis vous continuez votre analyse ou bien votre commentaire sur Internet. On va l'écouter. Comme il a parlé en kabyle, et vous allez nous expliquer et vous continuerez votre analyse sur ça. D'accord. Oh my God, attendez. Qu'est-ce qui ne va pas? Il était en t-shirt blanc, là? Oui. Oh my God. My God, my God. On dirait que j'ai ça ici. Ah, vous l'avez? Je vais vérifier. Oui, vous l'avez, mais moi, je sais pas. Oh merde. Attendez, je peux l'avoir, hein. Attendez un instant. Ah, ok. Maya Tadogomna, c'est que la libéré Internet que Togoda. Boua Blackia Bobala, elle est bébondo Internet yo. Togoda Gomna Yebondo Internet. Mambo. Ngasana Jana I, Pen Bata Glude, Ching, Ngasana, Ngasa, the Dent Nigitendo. Mambo, El Echabrier. Internet. Mbuba na kabedaze helim yawo helim mbuzo ansanya na internet yo de kaze eche na edam glude el glude mbone togo be basane mbarole pe huware bere idegre yo mambo eche brole de internet yo amoran yawara dengo togo bia mahamiza. Bon, donc je vais commencer littéralement. Je vais jouer un peu, oui. Et je vais arrêter, je vais continuer jusqu'à la fin. Ok. Bon, je suis togolais, je suis un enfant togolais et j'appelle le gouvernement togolais à libérer l'Internet. Ce qui se passe au Togo, c'est volumineux. Mais je demande qu'on nous libère l'Internet. Oui, que le gouvernement togolais nous libère l'Internet. Actuellement, on a serré le coût de l'Internet. On a serré ça dur. Quand tu tournes à gauche, ça crie « Oh ». Tu tournes à droite, ça crie « Oh ». Internet, Bouba na kabedaze, helim, yawo, helim. Mbuzo ansanya na internet yo. Ide kaze eche. Na edam glude, el glude ambone. Tout. Voilà. Nous vous demandons pardon de libérer l'Internet. La façon dont vous avez serré le coup de l'Internet là, pardon, libérez cela.
Il faut que l'Internet soit libéré pour que les Togolais puissent avoir ce droit de l'utiliser. C'est l'argent que nous payons. Donc, il faut libérer l'Internet. Amron, c'est derrière toi qu'on est. C'est toi qu'on suit. Voilà, en quelque sorte, ce qu'il a dit. Oui. Oui. Oui, donc... Je continue en disant que le problème de l'Internet, je disais que le régime du Togo considère qu'il est au-dessus de tous les Togolais, de tout le peuple togolais. C'est un régime qui ne pense qu'à lui. Ça se voit. Vous savez, les Togolais perdent plus de 350 millions par jour à cause de cette restriction. Alors, les Togolais se débrouillent avec ça. Ils font du commerce. Ceux qui ont fait des études et ils sont au chômage, ils vivent de ça. Et aujourd'hui, ce régime s'en fout des Togolais. Ce régime se dit que il n'en a pas. Et vraiment, il se dit qu'il s'en fout de tout ce que les Togolais souffrent par rapport à la coupure de l'Internet. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment triste pour un système comme ça. Un système, je dirais, sclérosé, qui est actuellement à bout de souffle et qui s'accroche d'une manière, je ne sais pas, il s'accroche à son pouvoir et néglige les Togolais. Le bien-être des Togolais ne les concerne pas. Le progrès des Togolais, l'épanouissement des Togolais ne les concerne pas. Donc, c'est des gens qui nous prennent pour des étrangers. C'est des gens qui nous prennent comme des ennemis. Donc, ils ne sont pas là pour nous. Ils sont là pour eux-mêmes. Voilà, nous perdons beaucoup d'argent. Les gens sont au chômage. Les gens qui vivent de ça ne peuvent plus travailler. Et ça leur importe peu. En toute sincérité, je profite de cette occasion pour le dire encore. Free Internet in Togo. Injustice time is over. Libérer l'Internet. Tout à fait. Monsieur Amron a donné un délai jusqu'au 5 août. Je pense que c'est demain, la date fatidique. Au-delà du 5 août, si l'Internet n'est pas libéré, que tous les Togolais s'indignent, surtout les jeunes. Nous avons vu les prémices même de ce qui doit arriver. Parce que un jeune appelé Ashikangoro, je pense que hier, il a été pris sérieusement à part dans la zone d'Agoué. Parce qu'il y avait certains jeunes mobilisés, je ne sais pas s'ils revenaient de la plage ou comment. Et Ashikangoro, je ne sais pas d'où il est sorti. Et en toute sincérité, il a dû fuir. Voilà. Donc, nous souhaiterions que cette colère monte davantage. Parce que toute dictature, c'est la colère qui l'emporte. Tout à fait, oui. Toute dictature, là, c'est l'audace qui l'emporte. Nous souhaiterions que tous les Togolais, à tous les niveaux, aient de l'audace. Vous avez déjà vomi ce régime, de Lomé jusqu'à Saint-Cancé. Même chez moi en pays Kabyé, ce régime-là est vomi. Mais je dirais que il reste l'armée, la hiérarchie de cette armée-là. C'est eux, comme je l'ai toujours dit,
l'armée a toujours constitué un obstacle majeur. Un obstacle majeur qui empêche le Togo de rentrer à plein pied dans la démocratie. Mais quand vous parlez de l'armée, est-ce que c'est toute l'armée ou bien un carteron d'officiers supérieurs et d'autres qui sont très proches de Fort Gnassingbé qui servent le boulot? Leur action agit sur toute l'armée. Puisque, à cause de les autres qui sont proches du peuple, n'arrivent pas à agir. Voilà, donc on englobe pour que tout le monde se sente concerné. Aujourd'hui, c'est un fait. Là, qui a bloqué nos mouvements là, ces derniers temps-là? C'est l'armée qui bloque toujours. Oui. En faisant quoi? Ils sortent, ils tapent, ils tuent, à mort, ils emprisonnent, à sang, ils écrasent. Et ceux-là jettent un lourd discrédit sur tout le reste de l'armée. Et c'est ce qui empêche les Togolais d'avancer sur le plan démocratique pour que le vote du peuple soit pris en compte. Et quand j'entends parler des gens comme Maître Afang Bedji qui dit que les élections, c'est ceci, ceci, est-ce qu'il sait comment se déroulent les élections au Togo? J'aimerais qu'il vienne un jour que je lui fasse une leçon sur le déroulement des élections au Togo depuis 1998 jusqu'aux dernières élections municipales. Ces élections que les Togolais ont pratiquement boycottées à tous les niveaux. Malgré cela, on donne un taux de participation de 55%. Et qu'on sache et que les Togolais continuent par savoir que toutes les statistiques au Togo, là, c'est des faux chiffres. Même le budget national, c'est des faux chiffres. Voilà. Le Togo peut produire beaucoup d'argent plus que ça. Donc, ils ne veulent pas que les Togolais sachent qu'il y a de l'argent. Des fois, il y a l'argent, mais ils empruntent pour donner l'impression qu'il n'y a pas d'argent au Togo. Le Togo est un pays pauvre. Ben, le port à tout seul, et puis comment ça s'appelle, le pétrole qu'ils vendent aux autres, principalement au Gabon, ça rapporte de l'argent. Et puis la coupure de l'Internet, c'est un manque à gagner. Absolument. Il y a beaucoup de sociétés qui sont installées au Togo et qui ne fonctionnent que grâce à Internet. Maintenant qu'ils l'ont coupé, mais c'est le pays qui perd. Et puis certaines compagnies et entreprises vont délocaliser leurs choses. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Tout simplement parce que ils font tout pour garder Fort à sa place. Mais c'est pas normal, ça. Voilà. Nous sommes en train de parler de ça il y a combien d'années, ça? Mais il faut que les choses sérieuses compensent. Et c'est pourquoi j'encourage les jeunes Togolais. Parce que si on ne veut pas que ça crame, là, ça ne sera pas cuit. En minant, on dit que Nemim les bénéficions, ma bio. Kabeda, c'est voilà. Nous avons des problèmes au Togo et c'est une poignée de personnes qui empêchent le Togo d'évoluer. On ne peut pas continuer par attendre. Et attendre pour que ce poignet-là nous manipule, nous affame, nous tue, nous emprisonne. Il faut que les jeunes fassent en sorte que la colère monte et que l'audace remplace la peur. Voilà. Donc, on peut commencer par la dernière question, comme tu l'as souhaité. Oui, merci, mon commandant. On ne va pas tarder là-dessus. Vous avez certainement été au courant de la suspension de l'imam Sabiti ou d'Agoué à Lomé. Il avait été convoqué le 23 juillet dernier.
chez le préfet d'Agoué. Et là, on lui a intimé l'ordre de ne plus faire des prières, de ne pas prier avec ses fidèles les vendredis. Et lorsqu'il y a un décès chez les musulmans, c'est l'imam qui va faire les cérémonies d'enterrement et prier pour le repos de l'âme. Donc ça là, ça lui est interdit. Il ne pourra plus le faire. Il ne pourra plus faire des prêches devant ses fidèles à la mosquée. Donc il ne reste rien qu'il pourra faire. Donc c'est comme si, bon, on l'a casé dans sa maison et sans dire quoi que ce soit. Donc le préfet a été clair, lui a dit de ne plus jamais dire ça, de ne plus jamais prêcher. Et qu'est-ce que lui dit dans ses prêches? Il dit, nous sommes tous des Togolais et chaque Togolais doit mériter des mêmes traitements que tout le monde. Les enfants que nous mettons au monde, ils grandissent. Il faut que les enfants, plus tard, puissent aussi espérer gagner quelque chose, ou bien nos enfants que nous mettons au monde, qui sait, peut-être parmi eux, il y aura quelqu'un qui pourra devenir chef de l'État. Et parfois, il dit aussi que pourquoi pas un jour, un musulman peut devenir chef de l'État. Un musulman peut obtenir une haute place au sein de l'administration togolaise. Donc tout cela, ça énerve les dirigeants du pays. Bon, c'était le 23. Lui, il n'a pas été tellement sévère contre lui, mais 3 jours plus tard, il a été convoqué au bureau, non, dans la maison du président de l'Union musulmane. Il s'agit de M. Inoussa Bouraïma. Et c'est là qu'il a été sermonné comme un bébé. Il n'a plus le droit de dire quoi que ce soit, de prêcher. Voilà. Donc, certainement que vous avez eu vent de cela. Et qu'est-ce qui vous inspire cette interdiction, cette suspension? Et puis la suspension n'est pas pour une semaine, ni 2 mois, ni 3 mois. C'est jusqu'à nouvel ordre. Or, on connaît quand ce régime vous dit que vous êtes suspendu jusqu'à nouvel ordre, attendez-vous à de très longs moments et que vous n'êtes plus à mesure certainement de prendre la parole ou de prêcher encore. Voilà. Donc, est-ce que vous avez, vous, votre point de vue sur cela, bien que vous ne soyez pas musulman, mais je sais que vous aimez la communauté musulmane? D'abord, avant de rentrer dans les détails, j'appelle solennellement tous les musulmans du Togo, de Lomé jusqu'à Séquencé. Si vous êtes réellement les adeptes de Mahomet et de Allah, si réellement vous croyez en votre Dieu Allah, vendredi prochain, que toutes les mosquées soient remplies et à la fin de la prière, inondées partout. Réclamez cela. C'est ça qui doit motiver tous les musulmans, sans exception. Parce que aujourd'hui, l'imam Safitiou a été suspendu sans aucune note officielle. C'est verbalement. C'est ça. Et on ne peut pas attaquer ça en justice. C'est vous les musulmans. C'est vous les enfants de Mahomet. C'est vous qui devez sortir pour ramener cet imam à la mosquée. Parce qu'il a été fait. Il a été
il a été pratiquement intronisé imam pour parler, pour prêcher la bonne parole. Et il est en train de la prêcher. Voilà. Tous les musulmans, mobilisez-vous. Vendredi après la prière, dites quelque chose pour que les Togolais soient satisfaits. Parce qu'on ne peut pas continuer comme cela, comme nous sommes dans un pays où il n'y a pas de règles. Mais il prêche quoi? Mais c'est normal. Tout ce qu'il dit, c'est normal. Celui qui n'est pas d'accord n'a qu'à prêcher le contraire. C'est clair, c'est parole contre parole. La liberté d'expression, c'est quoi? Ils disent que ça est dans la Constitution. Mais on empêche les gens de s'exprimer. Justement, le Togo est un pays laïque. Voilà. Et Comme puis, je connais les musulmans de tous les pays, quand les musulmans décident, et ce ciment qui les unit, c'est la religion musulmane. Les musulmans sont différents des chrétiens, et ce qui les caractérise, c'est cette solidarité. Les musulmans, cette solidarité. Et que, montrez-nous le vendredi prochain que vous êtes solidaires. Vous êtes solidaires. On ne peut plus continuer par manipuler la religion musulmane dans notre pays. Peu importe la valeur même de l'union musulmane, il faut agir. Voilà. Pourquoi le système l'a fait cela? Ils font tout ça là pour anticiper sur ce qui s'est passé en août 2017. Voilà. Donc, toutes les mosquées sont infiltrées par les agents de renseignement qui transmettent les prêches. Si vous êtes imam et vous ne prêchez pas comme il veut, on vous signale et on prend cette décision-là contre vous. Alors que les imams du Togo ne prêchent pas le fondamentalisme, hein. Ils ne prêchent pas autre chose que la bonne nouvelle qui doit amener les musulmans à être solidaires et à respecter les rites de cette religion. Mais étant donné que les musulmans vivent dans un pays, les lois du pays les concernent également. Si ces lois-là ne sont pas bonnes, ils ont le droit de s'exprimer. C'est fort seul pour la famille Gnassingbé. Ouais. Il faut casser ça. Chers musulmans du Togo, je vous aime bien. Moi, j'ai visité certains pays musulmans. Et la religion musulmane, c'est une très bonne religion, une religion de tolérance et de paix. Mais lorsqu'on vous provoque, on connaît la valeur du musulman. Actuellement, Fort Gnassingbé vous a provoqué. Les préfets là vous ont provoqué. Celui qui est président de l'Union musulmane, lui, il est du RPT uni. C'est pas normal que ça soit comme ça. Le président de l'Union musulmane doit être quelqu'un de neutre. Il ne doit pas militer dans un parti politique. Mais on l'a mis là-bas pour qu'il travaille uniquement pour le système au pouvoir. Et ça, c'est anormal. C'est pas normal, ça. Chers musulmans du Togo, une fois encore, soyez solidaires. On connaît la valeur et le prix de la solidarité entre les musulmans dans le monde entier. Vendredi, après la prêche dans les mosquées, faites votre devoir, le devoir citoyen.
C'est comme ça ils ont fait l'imam de Tochi. Entre-temps, nous avons appris qu'il serait empoisonné. On l'aurait empoisonné. Parce que lui aussi, il prêchait la vraie bonne nouvelle. Ouais. Et la nouvelle qui peut transformer le Togo. Mais le musulman n'est pas un abruti. On utilise la religion musulmane pour éduquer les musulmans. Et cela leur permet de s'épanouir. Mais un musulman peut devenir président du Togo. Tout comme ailleurs, les musulmans sont des présidents. Tout à fait. Oui. Mais pourquoi ne pas devenir président au Togo? Est-ce que le poste de président est réservé uniquement au Nyasingbe? Non. Non. Et c'est ce que l'imam Safitiou est en train de prêcher. Et c'est une très bonne prêche. N'importe qui peut sortir de l'anonymat pour devenir président de la République. On a vu dans certains pays. La même chose pour Imam Hassan de Sokodé. De Sokodé, lui, qui a été arrêté entre-temps, qui a été arrêté, emprisonné. Plusieurs fois arrêté. Et lui, on lui avait donné, je crois, 4 semaines pour ne pas prêcher. Mais finalement, cette suspension a été levée. Mais lui continue par dire la vérité, par dire ce qu'il pense. Voilà. Donc demain, comme je l'ai dit, demain, j'ai un live spécial pour ça. Et je ne serai pas seul, je serai avec mon frère professeur Issifou d'Amérique, celui qui anime Tempo Africa. Donc nous serons à pareille heure ici pour parler de cette situation. Et là, nous donnerons les détails nécessaires. Ce qui s'est passé chez le préfet et ce qui s'est passé dans la maison du président de l'Union musulmane, M. Inoussa Bouraïma. On va donner tous les détails nécessaires et parler de toute la communauté musulmane du Togo. Que vous soyez Bassar, Tchamba, Moba, on va parler de tout cela. Parce que ce que vous avez dit, c'est très important. C'est l'un des membres de la communauté musulmane qui a été humilié, qui a été terrassé. Ne serait-ce dans un autre pays que ça ne se passerait pas comme ça. Dites-vous que si ça se passait au Niger ou au Mali, juste après la prière de vendredi, les rues seront abondées. Hein? Absolument, j'ai confiance aux musulmans du Togo. Je sais que ce vendredi-là, quelque chose se passera. Espérons. C'est cette solidarité. Nous appelons à cette solidarité entre les musulmans. Vraiment. Et les imams de Sokodé, les imams de tout le Togo doivent se réveiller pour cela. Avez-vous vu, chez les chrétiens, on a suspendu quelqu'un? Non. Les prêtres, tout ça là. Les évêques, on dit plus que ça. On dit plus que ça. Est-ce qu'on les a suspendus? Non. Pourquoi c'est les musulmans? Ah oui, 2 poids, 2 mesures. Pourquoi c'est les musulmans? Alors que les musulmans constituent un pourcentage très élevé dans le pays. C'est ça. Réagissez. Ça. Messieurs, mesdames de l'islam du Togo, réagissez. Parce que si on ne réagit pas, ça va continuer. Et que tout imam qui reçoit l'onction de Dieu Allah, et que quand il reçoit les messages de Dieu, et qu'il ne peut pas les passer, parce que craignant que on peut l'arrêter, on peut le suspendre, je pense que si les musulmans du Togo aiment leur religion, Allah, ils doivent parler et dire quelque chose pour que Allah soit toujours avec vous. Merci. Merci, mon commandant.
Ce que j'ai ajouté là-dessus, c'est que le régime est en train de mettre le doigt là où il faut pas toucher. Parce que là encore, si la communauté musulmane dans tout le pays se lève, ce sera de la catastrophe pour lui. Hein. C'est notre souhait. C'est notre souhait. Voilà. Toute dictature mérite qu'on s'oppose d'une manière farouche à elle. C'est clair. Maintenant, la dictature agit même jusqu'à dans nos mosquées. Oui, ah ça. non. Parce qu'ils avaient essayé. Dans le temps, ils sont allés dans les mosquées et bon, les gens ont brûlé le Coran dans les mosquées. On a promis une enquête, comme vous le savez au Togo, aucune enquête en abouti. Voilà. Il n'y commence jamais. C'est le communiqué. On fait communiquer qu'il y a une enquête qui est ouverte et ça s'arrête là. C'est comme ça, juste pour tromper les Togolais qu'il y a une enquête qui est en cours. Mais rien. Souvent, c'est rien. Il n'y a rien qui est en cours. Merci, mon commandant. Merci beaucoup pour la solidarité. Et donc, nous allons devoir entamer l'autre sujet. Et donc, après la lutte des Evala qui dure une semaine dans la préfecture de la Kosa, le chef de l'État, qui est natif de cette préfecture, reçoit les lutteurs, vainqueurs ou vaincus. Quel est le sens de cette réception faite aux lutteurs juste après la lutte, la fin de la lutte en pays Kabia? Et quel est le sens de cette réception que le chef de l'État fait aux lutteurs? Voilà, ce problème d'Evala, je vais le commencer comme cela. Vous savez, c'est une vieille tradition qui date des années où la communauté Kabia s'est installée dans cette région. Voilà, et les luttes se passaient entre les jeunes des villages et des quartiers de cette zone, jusqu'à l'avènement du pouvoir d'Eyadema en 1967. Si certains ont de vieilles photos, ils verraient que Eyadema même s'asseyait sur une petite chaise dans la foule comme ça. Et il boit même le tchouk des Evala. Souvent, je parle des années 68, 70 en allant. Donc, il n'y avait pas ce rajout-là, d'aller chez le chef de l'État danser, d'être reçu, tout ça là. Il n'y avait pas ça. Les cérémonies traditionnelles Evala se déroulaient dans les cantons. Et à la fin des Evala, la danse se faisait dans chaque canton, supervisée par les chefs cantons. Voilà. Donc, dans les années 80, Eyadema, bon, se sentant concerné par cette tradition, avait plutôt émis l'idée de rassembler toute cette communauté, de les rassembler. Donc, voilà. Donc, à la fin des Evala, dans le souci de les rassembler, il les invitait tous pour se connaître, pour se connaître, pour échanger. Et à la fin, il offrait des pots de tchouk et leur donnait de l'argent. Voilà. Et ça se passait dans la bonne ambiance. Et c'était normal d'inviter les Kabyais de toute la préfecture à se connaître. Et quand ils viennent comme ça, ils leur prodiguent des conseils et ils leur rappellent l'histoire des Evala, comment ça a commencé, comment tel était, qui était lui-même, comment il a participé. Il racontait ça à la jeunesse et les appelait à être soudés.
Voilà. Donc, c'était les conseils. Jusqu'en 1990. À partir des années 90, et Adema étant en difficulté, partout sur le territoire national, a fait maintenant de cette tradition un bouclier. Et c'est ce que son fils continue aujourd'hui. Heureusement que les réseaux sociaux sont arrivés et à travers les sensibilisations, les jeunes Kabyais écoutent, ils entendent, ils font des analyses, ils vont à l'école, ils font ils sont dans des universités. Donc, l'épanouissement étant là, sur le plan éducationnel, voilà. Maintenant, le sens de cette réception tend à être, je ne sais pas, égratigné. Voilà. Donc, on les reçoit pour pratiquement leur demander de se rassembler, d'être ensemble, et à la fin, quelque chose tombe. Tout à fait. C'est l'argent. L'argent. Je pense que comme là, vous le savez. Je pense que là, c'est une très bonne chose, la communion entre les frères Kabyais. Les frères Kabyais. Ensuite, la sympathie entre les frères Kabyais. Donc, après la lutte, tous doivent se retrouver et fraterniser avant de se séparer. Je pense le mot même, fraterniser avant de se séparer. Et il leur donnait les moyens, puisque vous savez, les périodes Evala, c'est les dépenses. Hein? Les gens viennent de partout, c'est les retrouvailles, c'est les dépenses. Ouais. Et maintenant, quand ils leur donnent quelque chose, ça leur permet de prendre les véhicules, les taxis, les bus pour retourner dans leur localité. Voilà. Maintenant, pour cette année 2025, quelque chose s'est passé dans la préfecture de la Kosa. Oui. Premièrement, la date des Evala. Vous savez, avant de commencer les luttes traditionnelles, le prêtre Kabyais qu'on appelle Tchodjo, lui, il vit jusqu'aujourd'hui, il vit. Je crois que le chef canton de cuisine a l'habitude d'appeler ce nom-là, je crois. Oui, Tchodjo. Tchodjo, c'est le prêtre, le grand prêtre de toute la communauté Kabyais. Il ne s'habille pas ordinairement comme nous. Il s'habille avec les peaux de bêtes. Et souvent, c'est quand vous allez chez eux, souvent ils sont dans les montagnes et ils vivent naturellement, comme dans l'ancien temps. Puisque pour être Tchodjo, c'est le grand fétiche de la communauté qui choisit. N'importe qui ne peut pas être Tchodjo. Et les Tchodjo, c'est la lignée d'une famille Kabyais. Et quand Tchodjo arrive, passe dans les cantons, c'est à pied, pas en véhicule. Et c'est quand il descend, la semaine qui suit, souvent quand il descend, la semaine qui suit, qui descend de la montagne, la semaine qui suit, c'est dans cette semaine-là que les luttes commencent. Et comment la communauté Kabyais pourrait savoir qu'il est descendu de la montagne et que bon, tous soient au courant pour commencer les luttes? Non, pour descendre dans la montagne, on annonce sa venue. C'est comme le pape arrive dans un pays, on l'annonce. C'est ça, c'est ça. Donc, on l'annonce à travers les objets de communication. Le corps. Ouais, le corps. Donc, donc, c'est le grand fétiche qui donne le jour où le Tchodjo doit descendre. Et quand il descend, en même temps, les festivités des Evala commencent, je pense, les 8 jours qui suivent. Voilà, ça c'est la tradition.
Donc, depuis un moment, avec l'arrivée de Faure Gnassingbé, il ne tient pas compte des dates. Et la plupart du temps, vous avez vu cette année, il est arrivé le premier jour, on a fait sortir les vieilles, les vieux, les jeunes, pour venir l'applaudir. Et ça, c'est inhabituel. Quelqu'un qui va dans son village. Pour prendre part aux cérémonies, il fait sortir les gens pour l'applaudir, pour l'acclamer. Pour l'applaudir. Mais il est allé pour les cérémonies du pays, de sa communauté, ou bien... Oh non, vraiment. Donc, et puis ça là, ça se fait sans que nos vieilles, nos parents du village ne sachent exactement ce pourquoi on leur demande de sortir et applaudir. Voilà. Mais il y a certains parmi eux qui savent que quelque chose s'est passé à Lomé. Et que l'image même de Faure Gnassingbé étant écornée, donc, quand on leur demande de sortir comme ça, c'est juste pour montrer que sa communauté continue de le soutenir. Le soutien, oui. Donc, aujourd'hui, Faure Gnassingbé aussi est en train de prendre sa communauté comme un bouclier. Voilà. Et quand on fait tout ça là, on montre tout ça là sur les télévisions, les ambassadeurs, les gens qui sont les Occidentaux, la communauté internationale dans notre pays, ils font des rapports que il est contesté ici, mais il reste toujours populaire chez lui. Voilà ce que le régime recherche en faisant tout ça là. Vous savez, ce n'est pas seulement les peuples qui chassent leurs dictateurs. Souvent, les peuples sont aidés dans les coulisses par, des fois, la communauté internationale. Ça s'est passé au Congo démocratique. Kabila, fils, c'est les Américains qui l'ont chassé. Après combien de morts? Je me rappelle des ONG comme Lucha, Filimbi, tout ça là, la société civile congolaise vont debout pendant des années. Et un beau jour, les Américains, très menaçants, ont demandé à Joseph Kabila de plier bagage. Et ils ont donné même une date, qu'à cette date, ils ne veulent plus le voir au pouvoir. Kabila était obligé de partir. Voilà. Donc, Faure Gnassingbé et son système, ils font tout cela pour anticiper sur d'éventuelles décisions de la communauté internationale contre lui. Et j'espère que, à travers les réseaux sociaux, ces gens-là voient la réaction des Togolais. Parce que la population de Pia et ses environs là, ou de la région de Kara là, ne représente pas tout le Togo. Non. Parce que s'il faut aller terre à terre, les communautés qui sont vent debout contre le système d'Gnassingbé depuis 1990, mais c'est les plus grosses communautés du Togo. Oui. S'il faut aller à terre, il ne faut pas qu'on pense que nous voulons faire le tribalisme. Non, non. Voilà. Moi, je ne suis pas d'accord que quelqu'un garde le pouvoir, peu importe son ethnie, sa communauté, quelqu'un garde le pouvoir ad vitam aeternam, en passant, en massacrant le peuple, en tripatouillant la Constitution, maintes fois, jusqu'à la changer complètement contre l'avis de la majorité des Togolais. Je ne suis pas d'accord pour ça. Et je pense que la majorité des Togolais, selon l'ONG Afrobaromètre, il y a plus de 88% des Togolais qui exigent l'alternance. Voilà. Les grosses communautés du Togo, les Kabiers viennent en 4e position. Hein.
Les grosses communautés, c'est là-bas même qu'il y a la contestation. Donc, pour contrer cela, sur le plan médiatique, on fait sortir nos parents de Pia et de ses environs. J'ai appris même que on a fait venir les gens de Bassar, de Niamtougou, de Kanté, tout ça là, pour grossir le nombre. Sinon, la population de Pia, c'est combien? Ça n'atteint même pas 5 000, la population du canton de Pia. Je ne pense même pas que ça atteigne 5 000. Hein? Voilà. Donc, on fait sortir les gens comme ça, et c'est ce qui a mené les jeunes de certains cantons à fredonner une chanson que je vais répéter en cabiais. Ils disent que politique ouais ko redescendez. Oui, Politique ouais ko redescendez. Politique ouais ko redescendez. Ça veut dire tout simplement que la politique détruit notre tradition. Tout à fait, c'est ça ici. Voilà. Politique ouais ko redescendez. 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 La politique détruit nos traditions, notre coutume. La politique détruit cela. Voilà. On profite de ces temps de tradition pour montrer à la face de l'opinion que c'est toute la communauté qui est solidaire, vent debout derrière Fort Gnassingbé, alors que c'est faux. C'est archi faux. Voilà. On a vu par le passé Daoukou Péré, de Yadebaou, Ama Gnassingbé de Lama, les Abikessa, de Achangbade. Et chez nous, aujourd'hui, Amron. Il y a beaucoup de Kabyais qui se sont désolidarisés ou bien qui ne voient pas dans la même... Vous allez dans tous les cantons, à Kouméa, à Landa, à Tcharé, à Soumdena, Lassa, tout ça là. Il y avait celui-là, j'oublie son nom, l'ancien responsable de la différence positive de l'ancien directeur. Keteouli. Bona Keteouli. Bona Keteouli, l'ancien directeur de l'école normale supérieure de Pamé. Ouais, c'est des gens qui ne voient pas dans la même direction que ceux-là. Absolument. Absolument. Même nous, même quand nous étions dans l'armée, on n'était pas, mais voilà, mais compte tenu de certaines contingences, nous étions obligés de la boucler. Voilà. Donc, de la même façon, au sein de l'armée, il y a des gens bien, qui aimeraient que notre pays ressemble un tout petit peu au Bénin. Aujourd'hui, où le président Talon, il est partout, il va partout, parce que c'est le peuple qui l'a désigné. Il ne va pas dans des cérémonies avec des hélicos embarqués de tireurs d'élite, des véhicules avec des doucettes, des gilets pare-balles partout, non? Parce que il sait que il vient du peuple. Et si fort lui se comporte avec, il se promène avec tout un bataillon armé jusqu'aux dents, les gens en civil, les gens en treillis, tout ça, l'hélico en l'air. C'est parce qu'il sait que il est au pouvoir par la force. C'est pas, il ne vient pas du peuple. C'est pas le peuple qui l'a mis là-bas. Il est conscient. C'est pourquoi il veut semer la terreur à tout moment. Même dans son propre village. Il vient avec toute l'armada pour semer la terreur. Oui, mon commandant. Bien, il y a LVDP qui a posé la question, enfin, la signature de l'accord militaire avec la Russie. Je voudrais lui dire que nous avons déjà débattu de ce thème. Ce thème-là n'est pas à la page ici. Je crois que quelqu'un vous a répondu. Nous ne parlons pas de la signature des accords militaires avec la Russie.
Nous ne parlons pas de ça ici. Nous avons un thème, des thèmes bien définis. Doyen, je vais lui répondre rapidement en 2 mots pour dire d'abord que les Togolais ne considèrent pas cet accord. Parce que ce que je sais, c'est que la Douma n'a pas encore entériné ses signatures. Vous savez, Faure Gnassingbé, il cherche par tous les moyens à faire peur aux Togolais. Voilà. Et dans cet accord, il est prévu que l'armée russe viendra former l'armée togolaise. Et les Togolais, le Togo, le régime de Faure Gnassingbé peut acheter certaines armes au niveau de la Russie. Pourquoi Faure Gnassingbé se comporte ainsi? C'est parce que depuis 1993, le Togo a du mal à acheter son matériel de guerre chez les pays occidentaux, parce que vous savez, la fiabilité de ce matériel-là, on la trouve avec les fabricants allemands et les fabricants français et les Américains, parfois belges. Voilà. Donc, tout le matériel de ces pays-là, c'est du matériel solide et fiable. Voilà. Donc, depuis la rupture de la coopération, entre-temps, le Togo et l'Union européenne il y avait une rupture de coopération en 1993. Et ils l'ont repris en 2007. Mais malgré cette reprise, les pays hésitent à vendre, ces pays-là hésitent à vendre les armes au Togo parce que ils estiment et ils considèrent que souvent le régime du Togo prend ces armes-là, utilise ces armes pour tuer sa propre population et continuer de régner. C'est pourquoi ces Occidentaux ont du mal à répondre aux sollicitations du régime du Togo. Ça, il faut que tous les Togolais le sachent. Donc, vous savez, à partir des années 2006, vous savez, la plupart des armes que le Togo possède proviennent de l'Allemagne, de la France et de l'Amérique. Et bon, pour les Israéliens, c'est pratiquement la sécurité rapprochée de Faure Gnassingbé. Tout ce qu'ils utilisent là-bas, c'est israélien. Donc, à partir des années 2000 en allant, il n'y avait plus de pièces de rechange pour le matériel que le Togo possédait, puisque les Occidentaux, refusant de vendre les armes, ils ont refusé également de vendre les pièces de rechange au régime togolais. Donc, c'est ce qui fait que certains engins cloués sur place, certaines armes ne sont plus efficaces puisqu'il n'y a plus de pièces de rechange, tout c'est gâté et puis c'est resté là-bas. Le Togo s'est tourné vers la Chine. Malheureusement, le matériel chinois n'est pas fiable. Donc, le Togo continue de chercher. Vous pouvez les voir en Croatie. Ils ont payé, tout dernièrement, ils ont payé les armes individuelles en Croatie. Et ils se tournent également vers l'Afrique du Sud, qui a donné quelques matériaux, qui a vendu quelques matériaux. Mais le matériel sud-africain aussi n'est pas aussi fiable. Vous aurez remarqué que il y a un de leurs matériels qu'on utilisait au Mali est tombé sur une mine. Le matériel sud-africain qu'on disait blindé, mais la mine a pulvérisé l'engin. Donc, voilà. Et Faure Gnassingbé tourne son nez partout et aujourd'hui, ils sont au niveau de la Russie. La Russie qui, quand même, le matériel russe est acceptable. Voilà. Donc, ils sont là-bas pour faire des pieds et des mains, pour avoir le matériel. Et que pour la Russie, eux, bon, le bien-être des populations, ce n'est pas leur problème. L'essentiel est que qu'ils viennent payer le matériel, puisqu'ils ont besoin d'argent aussi pour continuer la guerre en Ukraine. Voilà. Donc,
que les Togolais n'aient pas peur. S'il y a quelque chose entre nous au Togo, les Russes ne vont pas venir tirer sur les Togolais. Ils ne le feront jamais. Si c'est un problème intérieur entre nous, c'est entre nous. Les Russes ne viendraient pas pour aider le régime togolais. Même si aujourd'hui, les Togolais prennent aussi le matériel, les Russes ne viendraient pas. Parce que c'est un problème intérieur. Voilà. Leur accord de défense là va s'arrêter à des limites, hein, même avec la France. Si aujourd'hui, le Bénin attaque le Togo, là, bon, la France va aller où? Les accords de défense, c'est lorsque les pays colonisés par la France sont attaqués par des pays voisins ou des pays tierces. C'est en ce moment que l'accord de défense là travaille. Mais le problème intérieur du pays, les accords de défense là ne fonctionnent pas comme cela. Voilà, que aucun Togolais n'ait peur. Je pense m'arrêter là. On peut continuer avec d'autres questions? Oui, ben, ça nous a détourné de notre programme. Mais bon, ça va. Bien, on continue. La lutte des Evala, c'est entre les Kabyles de la COSA seuls. Je pose cette question parce que je sais que nos amis de Pagoudar sont aussi des Kabyles. Est-ce que eux, ils prennent part à cette lutte des Evala? Non, au niveau de Pagoudar, je pense qu'ils ont aussi leur culture. Ils ne luttent pas comme nous. Ils ont autre chose qu'ils font. C'est ça, voilà. c'est ça. Tout dernièrement, on a vu les jeunes du canton de Yaka. Yaka qui est, je pense, un village qui est limitrophe de la préfecture de la COSA. Yaka, bon, c'est avec il y a des mois que ça a commencé par le président a commencé par les visiter. Bon, j'ai l'impression que eux aussi, ils ont cette culture chez eux. Bon, Yaka, vous voyez, les Loso Naouda et les Kabyles, bon, certains Naouda ont des noms Kabyles, donc on considère que c'est des ethnies très très proches. Donc Yaka fait la lutte. Yaka seul est le canton qui n'est pas dans le cercle de la préfecture de la COSA, mais quand même qui lutte, et le chef de l'État assiste également à leur lutte. Voilà. Merci beaucoup. Avant de continuer encore, je voudrais faire une petite remarque aussi. Et vous n'avez pas fait cette remarque. Au cours des luttes, je crois qu'il y a beaucoup de ministères ou des directions et des bureaux qui ferment à Lomé et tous vont pour assister à la lutte des Evala. Est-ce que c'est un décret du chef de l'État ou bien, bon, ils sont forcés d'aller ou bien, je ne comprends pas. Non, absolument, c'est pas un décret, hein. C'est pas un décret. Vous savez, ça a commencé quand? Ça a commencé au moment où il y avait des troubles à Lomé entre 90 et 94. Donc, Eyadema étant tellement isolé, il y a certains zélés, quand ça arrive comme ça là, certains zélés viennent le soutenir. Donc, et puis l'habitude s'est installée. C'est installé jusqu'à grandissant. Maintenant, les gens quittent les services à Lomé. C'est le zèle pour rentrer dans de bonnes grâces du chef de l'État et de ses proches. Et surtout que tout le monde, au niveau de l'administration, ils savent que la communauté du chef de l'État pèse beaucoup à tous les niveaux dans l'administration. En allant là-bas, c'est comme, bon, vous les soutenez, vous êtes avec eux. Donc, ils montrent visiblement leur attachement
au chef de l'État et à sa communauté. Donc, je dirais que c'est un zèle. Et après tout, c'est rentré dans les habitudes que quand toi, tu ne vas pas là-bas, on te dit que mais tu es contre le régime ou tu es un opposant. Voilà, les autres communautés qui sont nommées et qui travaillent tout autour du chef de l'État, bon, voilà, c'est le moment de montrer leur fidélité et leur attachement au chef de l'État et à sa communauté. Voilà. Bon, s'il advenait qu'il y ait un changement au sommet de l'État, et que c'est un Évé, un Kotokoli, un Moba, etc., qui prenait le pouvoir, qui le ferait? Non, non, c'est pas nécessaire, hein. Vous savez, les luttes voilà, se faisaient avant, hein, au temps d'Olympio. Mais Olympio n'allait pas se promener dans les cantons là-bas. Griniski non plus. Voilà, même Dadjo, Kleber Dadjo, il a fait quelques mois, mais il n'est pas allé se promener dans la Cosa. Et si demain il y a changement et que ce n'est plus un fils de la Cosa qui est chef de l'État, naturellement, les gens vont reprendre leur habitude ancienne, hein, pour lutter et puis après danser dans les cantons. Et ça s'arrête là. Seulement ce que nous allons peut-être remarquer, si cela arrive, c'est qu'il y aura moins d'engouement. Il y aura moins d'engouement. Vous savez, quand le Togo était à une période où la dictature était à son comble, c'est-à-dire les moments de plomb sur le Togo, quand vous êtes natif de Pia, par exemple, et pendant les évalas, tu as l'âge de lutter pendant les évalas, on ne te voit pas. Mais tout de suite, ton père les parents sont convoqués pour demander pourquoi tel n'est pas là. Ça veut dire que vous n'attachez aucune importance à la culture. Et là, si le parent était cadre quelque part, il est sanctionné. Donc, à chaque temps, à chaque évala, tout le monde, même les Kabyles de la diaspora, étaient obligés de descendre pour lutter. Oui. Voilà. Donc, et si tu ne viens pas, voilà, tu es sanctionné. Donc, c'est le jour où le pouvoir changera. Mais bon, ce qu'on remarque aussi au moment les moments là de Faure Gnassingbé, nous sommes, ils disent que nous sommes en démocratie, donc on ne force plus les gens comme avant. Donc, pour le rassemblement à Pia, cette année, il y a eu changement de l'emplacement où on reçoit les évalas. Entre-temps, c'est au château ou au niveau de la caserne de Bellevert, où la cour est grande. Mais cette année, ce que j'ai vu, c'est l'endroit où l'hélico atterrit. Et cet endroit n'est pas aussi vaste. Donc, s'ils ont fait les trucs, s'ils ont reçu les gens là-bas, c'est parce que ils n'ont pas voulu que les gens remarquent que le nombre a drastiquement diminué. Voilà. Donc, là-bas, c'est un emplacement exigu qui n'est pas aussi vaste. Donc, il n'y a pas eu d'image aérienne. Donc, le nombre était pratiquement très réduit. Et souvent, s'il faut que les évalas de tous les cantons se déplacent à Pia, des fois, on note jusqu'à entre 5 000 et 8 000 personnes. Et là, il faut trouver un endroit vaste pour les recevoir tous. Et ils dansent pratiquement. Ils sont très enthousiastes et ils dansent. Mais cette année, ils n'étaient pas enthousiastes. Donc, leur Faure Gnassingbé même a remarqué que les gens étaient timides, tristes. Ils n'étaient pas aussi nombreux. Oui, on va en arriver là. Merci. Commandant. Merci. Mais ce que moi j'ai remarqué, ou bien c'est moi qui ai mal vu, et au cours de cette réception, je n'ai pas vu les Akpéma. Pourquoi ne sont-elles pas concernées? Non, les Akpéma, c'est à la fin des évalas que ça démarre.
Ah, c'est à la fin des À Evala. la fin des Evala. Mais Ah, bon, on d'accord. les voit, les filles qui ont l'âge de faire Akpema, on les voit dans les Evala avec, ouais, à moitié pratiquement nues. Les seins cachés et puis elles attachent un foulard au niveau de la hanche. Donc, elles ne portent pas de chaussures. Bon, elles se font remarquer au cours des évalas. Cela montre que elles sont arrivées où l'année là, elles vont faire des cérémonies de Yakpema. Mais lorsque les évalas finissent, Bien. samedi, ça finit le samedi, le dimanche en même temps, les Yakpema rentrent dans le couvent, dans leur couvent de famille. C'est ça. Et les hostilités commencent, les chants, et c'est après 10 jours, je pense, 10 jours ou 12 jours, elle grimpe la montagne. Voilà. C'est ça. Et mon cher LVDP, si vous avez des questions à poser, attendez que nous finissions l'entretien. Alors, vous pouvez faire la demande, on vous montre, vous posez vos questions. Hein, ce n'est pas interdit. Vous pourrez poser vos questions après. Bien, au cours de cette réception, je vais revenir sur un cas, c'est le cas Bojona. Au cours de cette réception, M. Bojona a traité de chien ses anciens soutiens qu'il avait supportés lors de ses déboires avec la justice togolaise. Quelle analyse faites-vous de la sortie de M. Bojona à Kousoulel? C'est vraiment dommage et extrêmement grave pour lui. Voilà. Et M. Bojona dit en Kabye que est-ce que les chiens aboient ou l'aboiement du chien peut faire peur au lion? Donc, M. Bojona considère les Togolais qui sont vent debout contre le système de Fort Gnassingbé, il les considère comme des chiens. Et Fort est lion et il demeure lion. Mais seulement il a oublié que quand le lion n'arrive plus à attraper les proies, le lion devient moins que le chien. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il a une fois vu un lion en brousse, amaigri, qui est pourchassé par les hyènes et les lycaons. Voilà, en ce moment, le lion n'a plus de force. Je pense que les gens parlent, mais ils ne réfléchissent pas. Ils ne réfléchissent pas. Et M. Bojona, je suis certain que il a dû penser aux Togolais. C'est pourquoi il a manqué de mots et il n'a pas parlé d'une bonne manière pour essayer de soutenir son patron. Voilà, il a manqué de mots et il était troublé. Qu'est-ce qu'il a troublé? C'est ce soutien que les Togolais lui avaient apporté quand il était en difficulté. Et vous auriez pu remarquer qu'il a été très bref. Bojona, même dans son costume d'homme politique, ne peut pas parler juste quelques minutes et puis c'est fini. Voilà, donc je pense que c'est ce passé-là qui est resté sur sa conscience et qui a troublé. C'est la profondeur même de ses pensées. C'est pourquoi il s'est comporté ainsi. Voilà. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Mais c'est dommage. Vraiment dommage. C'est le temps. Je pense que la puissance de Dieu, une des puissances de Dieu, c'est le temps. Que Dieu nous prête vie et on va voir comment ça va se terminer. Voilà. Bien, maintenant, on va ouvrir un autre thème. Avant d'arriver au dernier thème. Le thème que je vais ouvrir maintenant, c'est l'invitation du ministre togolais des droits de l'homme sur le plateau de France 24, où il a fait des déclarations insensées. Je les traite de déclarations insensées. Et donc, prenez patience avant que nous
en venions à vos analyses, nous allons avoir de la patience pour écouter notre fameux ministre des droits de l'homme. Écoutons-le. 7 morts, des blessés, des interdictions de manifester, une presse bousculée. Que s'est-il passé au Togo fin juin? Le ministre des Droits de l'Homme, Pacome Adjorovi, est avec nous pour apporter ses explications sur les enquêtes en cours, les accusations de répression et les garanties des droits fondamentaux. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Alors, une enquête est en cours sur les morts, les 7 morts, les 7 personnes trouvées mortes après les manifestations entre le 26 et le 28 août dans votre pays. Où en est cette enquête et que sait-on des conditions de décès de ces personnes? Merci, madame. Avant toute chose, je voudrais souligner ici à l'opinion nationale, d'abord internationale, que les faits qui concernent le Togo, tels que rapportés par certains médias, est très loin de la réalité que nous vivons, que nous avons vécu ces derniers temps à Lomé. Et ce n'est pas l'occasion pour moi d'épiloguer ou de m'arrêter sur quelque chose quand même d'assez grave. Il s'agit de vie humaine. Et pour certaines raisons politiques ou d'agenda, de calendrier, certains s'amusent à vouloir utiliser ces fins, ces axes qui ont été dénoncés d'ailleurs par beaucoup de nos concitoyens. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire des circonstances de ces décès, monsieur le ministre? Ce qui est certain, c'est que les médecins légistes ont procédé à des analyses assez poussées. Les conclusions sont connues. Le procureur de la République a communiqué également. Nous avons, avant les événements d'ailleurs, 2 corps qui avaient été repêchés dans la lagune. Ces corps étaient déjà dans l'eau. Nous sommes en train d'établir la réalité. Alors, est-ce que les responsables ont été interpellés? Vous parlez de corps repêchés. Est-ce que des responsables ont été identifiés et interpellés? Non, le temps de la justice est là. Nous donnons le temps à la justice. Les enquêtes sont en cours. Attendons les conclusions avant d'aller vite en besogne. On veut attribuer ces morts à une brutalité policière. Non, madame, c'est pas le cas. D'accord. Aucun hématome. Alors, si vous permettez... Aucun hématome. Permettez-moi, monsieur. Nous avons reçu ici même, au JTA, le 16 juillet, le président d'honneur de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Je vous propose qu'on regarde un extrait et on en reparle. Cette répression a eu lieu non seulement par les militaires, mais ce qui est encore plus dérangeant et ce qui est très inquiétant, c'est que aux côtés des forces de l'ordre et de sécurité, Faure Gnassingbé et son gouvernement ont fait déployer sur le terrain des miliciens qui sont armés de cordelettes, de gourdins, même de fusils, qui donc opèrent à visage découvert. Nous demandons l'intervention, une enquête internationale indépendante, parce que face au silence de la CEDEAO de l'Union africaine, on ne peut pas accepter que, alors que le maintien d'ordre relève du pouvoir régalien des forces de l'ordre de sécurité, que ces forces de l'ordre de sécurité existent et que à leur côté, que le régime entretienne, véhicule, soutienne et alimente un réseau de miliciens. Votre réaction, monsieur le ministre? Je suis très surpris par de telles déclarations. Mon ministère n'a jamais été saisi par des associations. Il y a d'autres associations de défense des droits de l'homme qui sont des associations indépendantes, comme la Commission nationale des droits de l'homme. D'accord, mais qu'en est-il de ces milices qui sont cagoulées, qui sont rentrées chez des personnes, qu'on a filmées frappant des manifestants? Qu'en est-il et ils agissent sous quel ordre? Apportez-moi la preuve de ces miliciens dont on parle. Vous ne savez pas l'existence de ces miliciens? Il n'y a pas de miliciens. C'est assez curieux puisque votre président, M. Faure Gnassingbé, a dit en 2017 à notre confrère de Jeune Afrique qu'il connaissait, qu'il connaissait ces milices et qu'il savait de quoi on parlait, même si c'était une situation embêtante. Et vous dites que aujourd'hui, des années plus tard, en 2025, vous n'avez pas connaissance de ces milices qui pourtant font peur à votre population. Les Togolais aujourd'hui ont peur, monsieur le ministre. Vous me parlez des faits
il y a quelques semaines. Oui, mais vous pouvez pas dire que vous n'avez jamais entendu parler des milices dans votre pays. Je n'ai jamais vu de miliciens. Vous n'avez pas non plus vu les vidéos qui circulent, vous n'avez pas entendu la population togolaise qui les a vues, qui a peur? Écoutez, vous savez, quand il s'agit du Togo, il y a des prérequis. C'est pour ça qu'en début de notre conversation, je vous disais qu'il y a eu une tentative de fabrication d'une crise depuis l'extérieur pour salir l'image du Togo. Et qui fabrique cette crise? Une certaine diaspora depuis l'étranger s'active à... Vous avez quand même des vidéos. Bon, ça, ce n'est pas la réalité des Togolais. Revenons-en à notre propos. Parmi les nombreuses victimes, il y a un jeune adolescent dont vous avez forcément entendu parler, qui avait 15 ans, Jacques Kouani Kotoglo. Il symbolise en fait cette jeunesse qui est en souffrance. Il a été retrouvé mort dans une lagune, le visage tuméfié. Il n'avait pas participé à ces manifestations. Aujourd'hui, sa famille réclame véritablement une enquête indépendante. Que fait l'État concrètement pour ce genre de victimes? Mais d'abord, je m'incline. Nous ne pouvons pas nous amuser avec des faits aussi graves qui ont entaillé des familles. D'ailleurs, le gouvernement a présenté les condoléances aux familles. À part présenter les condoléances, qu'est-ce que vous faites concrètement? Mais les enquêtes sont en cours pour déterminer les responsabilités. Et madame, je vous affirme que lorsque nous saurons la réalité, l'État prendra toutes ses responsabilités. Et quelles mesures prévoyez-vous de prendre pour calmer cette jeunesse togolaise, pour la rassurer et aussi pour que votre population ait moins peur? D'abord, je dis à cette jeunesse, à notre jeunesse, de ne pas céder à la manipulation, de ne pas céder à ces gens qui, depuis l'extérieur, donnent des ordres pour aller brûler les commissariats, s'attaquer aux forces de l'ordre, brûler les ambassades, en découdre avec les institutions de la République. D'accord, j'ai une dernière question, monsieur le ministre, si vous permettez. Il y a donc une marche de commémoration des victimes qui est prévue ce 9 août exactement. Elle a déjà été interdite à 2 reprises, officiellement à cause des élections municipales. Est-ce que cette fois-ci, cette manifestation sera autorisée le 9 août? Il n'y a jamais eu d'interdiction de manifestation qui... La société civile dit que 2 fois, elle a essayé de manifester et c'était justement pour commémorer ces victimes et que ça a été refusé. Donc, ma question est claire. Nous sommes le 2 août. Est-ce que le 9 août, cette manifestation sera autorisée? Si les organisateurs de cette marche ont fait ce qu'il faut en respectant les lois, nos lois, c'est-à-dire déclarer 5 jours ouvrables avant et qu'on connaisse les organisateurs et qu'en concert avec le ministère de tutelle, pris ensemble des précautions. Parce que vous savez... Merci beaucoup. Malheureusement, c'est le temps qui nous est imparti. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes... Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Je rappelle que vous êtes ministre des Droits humains du Togo. Merci beaucoup. Ah, ça fait... C'est la honte. La honte. Voilà, et monsieur, mon commandant, donc, dans cette déclaration hasardeuse et mensongère, il a abordé plusieurs sujets, à savoir les droits de l'homme et la torture de l'artiste Amron, ici, et sur un autre plateau, il a parlé du droit de manifester au Togo. Parlez-nous-en, d'abord en tant que citoyen togolais, puis en tant qu'officier supérieur de la gendarmerie togolaise. Il y a plusieurs thèmes qu'il a abordés dans cette déclaration sur le plateau de France 24. Mon commandant. Oui, Monsieur Adjourouvi a montré à la face du monde qu'il ne maîtrise rien dans notre pays. Il ne sait même pas ce qui se passe. Les donneurs d'ordre. Il n'est jamais allé sur le terrain aussi pour constater les choses. Depuis qu'il est ministre des Droits de l'Homme, avez-vous vu une fois ce ministre dans une prison du Togo pour aller regarder, voir comment les prisonniers vivent?
Il ne l'a jamais. Il ne se donne pas de la peine. Hein? Non, il ne se donne pas de la peine. Voilà. En tant que citoyen, par rapport à l'interdiction des manifestations, il ment. Le régime du Togo, d'abord, vous savez, il y a une loi que l'opposition a arrachée de haute lutte. C'est ça. En 2010, une loi qui sur les manifestations, communément appelée la loi Bojona. Oui, oui. En 2010. Donc, cette loi-là a été balayée complètement et ils ont introduit une autre loi. Et dans cette loi, tout est fait pour que aucune manifestation n'ait lieu. Parce que si vous voulez respecter cette loi en faisant des demandes, ils trouvent toujours des puces sur la tête des crânes, sur les crânes rasés plutôt. Le crâne rasé. Oui, pour interdire la manifestation. Et souvent, ils attendent quand? Si c'est la manifestation prévue le samedi, c'est le vendredi à 14 h. Ils viennent pour vous dire que voilà, il y a telle chose qui ne va pas avec votre demande. Donc, vous n'avez même plus le temps d'interjeter appel au niveau du tribunal administratif. Vous n'avez pas le temps. Ils ont tout mis en œuvre dans cette loi pour qu'aucune manifestation n'ait lieu. C'est pour cela, tout le temps, les partis politiques, les associations n'arrivent pas à manifester. Et on peut repartir en arrière. Par exemple, le PNP. Le PNP est interdit au Togo, pratiquement interdit. Aucune réunion, même dans les maisons, ne peut avoir lieu avec le PNP. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi? Même les réunions politiques, la gendarmerie arrive, la police arrive pour vous chasser. Et aujourd'hui, il n'a pas honte de dire que les manifestations sont autorisées au Togo et qu'il faut remplir certaines conditions. Mais ces conditions ont été durcies. Et pratiquement, ces conditions ont été, je dirais, on fait tout pour bloquer toute initiative de manifestation dans notre pays. Et lorsqu'ils trouvent que il faut diviser l'opposition, ils autorisent pour un parti et pour les autres, ils interdisent. Et cela a toujours apporté des frictions entre les militants. Je continue en disant que, il dit que pour la mort des jeunes dans la lagune, il y a une enquête qui est en cours. Je vous le dis aujourd'hui, aucune enquête n'est en cours. Aucune enquête n'est en cours. Est-ce que le procureur même s'est déplacé là-bas? Je ne pense pas. Et sur les 7 corps, il y a 3 corps qui étaient criblés de balles. Mais ces balles-là viennent d'où? Voilà. Le médecin légiste. Non, ça c'est des bobards. Il veut montrer à la face du monde que le Togo est un pays normal et que tout se déroule normalement. C'est pourquoi j'ai dit, lui à Djourouvi, il parle seulement, il ne sait même pas comment ça se passe. En matière de maintien d'ordre, sur le terrain, au Togo, les ministres là, peut-être le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, on leur ordonne de venir faire leur communication d'interdiction. Ça s'arrête là. Les décisions viennent d'ailleurs. Les décisions viennent d'ailleurs. Lui, en tant que ministre des Droits de l'Homme, il parle de ce qui s'est passé sur le terrain loin de la réalité. Est-ce qu'il est descendu sur le terrain? Il dit qu'il n'a jamais vu de milice. Lui, il ne peut pas voir les milices.
On a cité même des noms. Les vidéos sont là. Moi-même, j'ai reconnu certains. Il y a un dedans là, par sa démarche, celui qui avait le fusil là. Par sa démarche, moi, je l'ai reconnu. Il dit aujourd'hui, ça c'est je ne sais pas, ils pensent qu'ils sont en France, donc personne ne sait rien. Ils sont allés pour tromper les gens. Tromper les Français, tromper le monde, et ensuite monter les Français contre les blogueurs. C'était le travail qu'ils sont allés faire. Et ils parlent de la brutalité. On veut montrer à la face du monde, la diaspora montre à la face du monde que c'est la brutalité. Mais c'est des faits qui sont là. Mais le maintien d'ordre au Togo, c'est la brutalité. C'est je ne sais pas, c'est la violence inouïe. Tout le temps, le régime du Togo a tellement peur des manifestations. Le régime du Togo n'aime pas entendre parler de manifestations parce que c'est comme du sable qu'on met dans leur gari. C'est pourquoi ils passent par tous les moyens. Vous voyez la place Fréau-Jardin. Ils l'ont clôturé, ils ont mis des choses là-bas, juste pour éviter que les gens se rassemblent là-bas. Oui, oui. Si demain, il y a un emplacement que l'opposition ou la contestation utilise, ils font tout pour planter les arbres, clôturer là-bas, faire de l'emplacement un jardin public. De 2012 en 2020, c'est à la plage, on était obligé d'aller à la plage pour faire nos meetings. Et ils passent pour se moquer de vous. Parce que partout, à tout moment, contre tout le monde, contre le peuple, c'est la force brute. La brutalité. Il parle du procureur. De quel procureur s'agit-il? Procureur. Sur le terrain, le procureur a pris le procureur. Quand c'est comme ça, là, ils savent appeler le nom procureur. Justement, il parlait du cas de Amron. Écoutons. Amron, que nous avons reçu en interview, qui a été arrêté, qui a été forcé d'être interné dans un hôpital psychiatrique, c'est quand même... et qui, à sa sortie, nous a accordé une interview en nous disant qu'il avait été torturé. Que dites-vous, monsieur Jorovi? Apportez-nous les preuves. Pour l'instant, je vous dis, toute une enquête est montée sur cette affaire. Et nous attendons les conclusions. Si tel est le cas, nous en tirerons les conséquences. Mais ce qui est certain... Il quelles conséquences? Et aucune enquête n'est ouverte. Il parle seulement. Amron a témoigné, a montré les preuves. Amron a été torturé, déplacé avec des cagoules. Tout le monde a vu, non? Tout le monde a vu. Il a cité des noms. Et lui, en tant que ministre des droits de l'homme, lui n'a rien vu. Vous savez, dans l'histoire du Togo, surtout de ce régime de Faure Gnassingbé, c'est en 2012 qu'il y a eu une enquête de la CNDH sur les tortures perpétrées sur les victimes qui étaient dans le groupe de Kwacha Gnassingbé. Ceux qu'on avait arrêtés, nous, j'étais dedans. Mais les gens ont été frappés. Le capitaine Adjino a été frappé jusqu'à ses oreilles. Dans ses oreilles, il y avait le sang qui coulait. Mon commandant, même avant 2012, dans l'attentat de Soudou, en mai, le 5 mai 1992, il y avait eu des enquêteurs internationaux donc, qui étaient venus en Europe. Je crois qu'au Togo, à part l'enquête dont vous parlez, c'est la seule enquête qu'il y a eu. Oui, l'enquête de la FIDH en 92. Oui, justement. Mais il y a eu deux émissaires européens, un français et l'autre, je ne me rappelle plus quelle nationalité. Ils étaient là pour aller faire les enquêtes.
Et c'est nous, notre presse, la lettre de Chao Joe, qui était allé sur place pour filmer, et les enquêteurs ont utilisé les pièces, tout ce que nous avions fait pour étayer leur recherche, leur enquête. Effectivement, on peut dire que l'enquête de la FIDH et celle de la CNDH sont des enquêtes qui ont abouti. Voilà, l'enquête de la FIDH a désigné les responsables et c'était une enquête vraiment fouillée. Bon, l'enquête de la CNDH également, c'est le président de l'époque, Kofi Kunte. Kofi Kunte, oui. Vous savez comment ils n'ont pas tellement, ils ont pensé que tout le monde était acquis pour eux, donc ils n'ont pas fait attention pour le rapport de, surtout l'enquête, comment l'enquête se déroulait au niveau de la CNDH. Le président Kofi Kunte a présenté tous les faits. Il a présenté un rapport vraiment qui détaille tout. Mais quand il a déposé le rapport à la présidence, il faudra tenir la tête. Ils ont rapidement appelé le monsieur Debarche de venir voir. Il est venu voir. En 2 jours, il a élagué tous les paragraphes qui les incriminaient. Il a tout enlevé et ils ont sorti un autre rapport et on lui avait demandé de le signer et le pistolet sur la tempe. Mais c'était dans la précipitation. Parce que ça fusait partout que le rapport est prêt, ça sera publié, c'est déposé à la présidence, donc ça courait dans tous les sens. Dès qu'ils ont eu la signature de M. Kofi Kunte, ils l'ont publié immédiatement. Et nous tous, on était vraiment déçus. Que M. Kunte avait l'air sérieux, mais on était déçus. 3 heures après, le vrai rapport, 3 heures ou 4 heures de temps après, le vrai rapport aussi a apparu sur Internet. Est-ce que c'est pas à cause de ça que lui, il est parti en exil? Mais monsieur Kunte a été recherché immédiatement, mais il avait déjà traversé la frontière. Et c'est ce rapport qui nous a permis d'asseoir notre association des victimes de torture. Et c'est ce qui nous a permis de poursuivre l'État togolais au tribunal de la CEDEAO. Et jusqu'à aujourd'hui, toutes les conclusions et les recommandations n'ont pas été exécutées. Les responsables n'ont pas été punis. C'est pourquoi il dit, quand j'entends Adjourouvi dire qu'ils vont tirer toutes les conséquences si les enquêtes révèlent des choses ou des responsabilités. Ils mentent, ils ne feront rien. Plutôt ceux qui ont torturé, ils seront promus. Ils seront promus. Voilà, vous savez, au Togo, M. Adjourouvi doit savoir que quand les élèves sortent, ils répriment les manifs, comme ça là, mais quand ils retournent, c'est les applaudissements. Et certains gagnent en galon, en prestige, parce que à travers les actes là, on sait qui aime le régime, qui ne l'aime pas. Voilà, donc Adjourouvi, je le dis encore, il ne maîtrise rien. Il ne connaît rien, il ne sait rien. Donc on l'a envoyé seulement, peut-être c'est un test, hein, comme tout ce qui... Il a tout raté, sûrement le prochain gouvernement, il va réfléchir 2 fois. Hein. C'est comme quand j'étais allé à Genève, il y avait un certain ministre, Chichao Chalim, Chichao Chalim, heureusement qu'il était accompagné de Yakubu, l'ancien ministre des droits de l'homme Yakubu. C'est eux qui ont pris la parole à la place du ministre de la Justice, parce que lui aussi, il était pratiquement dans les nuages. Hein. Il était dans les nuages. Parce que moi, on m'avait reçu, j'avais tout dit, mais il tâtonnait, sauf le ministre Yakubu qui reconnaissait tout ce qu'on a dit et qu'il
demandaient même l'indulgence même de la commission et qu'ils vont retourner au Togo et ils vont remédier à tout cela. Je pense que c'est ça même qui lui a coûté son poste. Le remaniement qui a suivi, il n'était plus ministre. Vous voyez. Donc, tout ce qui est fait dans la vérité, sous Faure Gnassingbé, vous qui le faites, vous êtes radiés. Et vos résultats même sont cachés quelque part. Peut-être même brûlés. Voilà. Aucune enquête n'est en cours. Le jeune de 15 ans qui est mort là, et aujourd'hui, ses parents sont en train de parler, ils vont plutôt chercher à corrompre les parents. J'espère que ces parents-là ne vont pas céder, comme les parents de Moufidou, les jeunes Moufidou. Moufidou. Voilà. Et que les Togolais doivent savoir qu'en 2013, il y a eu deux gamins, 13 ans et combien, que les ballons fauchés à Dapao, quand les enseignants étaient en grève. Oui. Je me rappelle de leur nom, Anselme Sinandare et puis Sinaleng. Oui. Sinaleng. Et les enfants, les autres jeunes qui sont morts, je me rappelle de Agrignan, Rachad, de 16 ans, en 3e. Oui, à Bafilo. Un jeune aussi à Lomé de 15 ans aussi. J'oublie son nom. Zoumeke, oui, je me rappelle du nom. Zoumeke. Et aujourd'hui, le gamin Koutoglo qui a eu son BPC, mais malheureusement, il ne vit plus. Voilà l'infanticide du régime de Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé, son régime a tué beaucoup d'enfants à cause de la politique. Voilà. Les miliciens sont bel et bien présents. Monsieur Adjourouvi, vous devez savoir que quand le régime du Togo est dos au mur, il sort les miliciens. Et en 2005, ces miliciens étaient commandés par un officier. Voilà. En 2017 également. Aujourd'hui, en 2025, mais ça nous a surpris que dès les premiers moments, les miliciens étaient là. Les miliciens étaient là dès les premiers jours des manifs. Et ces miliciens sont mélangés de jeunes militaires et sûrement commandés par un officier. Et les fusils que ces miliciens tiennent là, ces fusils-là, souvent, viennent d'où? Ça vient de l'ANR. Oui. Voilà. Souvent, c'est les officiers de l'ANR qui les commandent, hein, puisque eux aussi sont en civil. Et ces miliciens sont recrutés où? Dans les quartiers à Détikopé, à Goué, Zongo, etc. Nous connaissons certains de visu. Voilà, aujourd'hui, il ne peut pas aller sur TV5 Commando ou France 24 pour mentir qu'il n'y a pas de miliciens. Les miliciens sont là. Ils interviennent quand le régime est dos au mur. Voilà. En ce qui concerne Amron, je pense que lui, son histoire, lui-même, il est là. Il continue de la raconter. Et Amron a été envoyé à l'hôpital psychiatrique, injecté plusieurs fois sans qu'il ne sache exactement ce qui est rentré dans son corps. Amron a été molesté, frappé, et on l'a mis dans une position de torture. Et après, on lui a rasé la tête et la barbe. Où? Par le commandant de la garde présidentielle. Et tout ça là, il dit qu'il ne sait pas. Il ne sait pas. Et puis, il dit d'apporter les
donne un coup de pied au cul, on le jette quelque part. Voilà. Et puis quand ces nouveaux transhumants arrivent là, ils font du zèle pour qu'on les considère. Et c'est ce qu'il est allé faire. Il dit que tout est bon, les élections sont transparentes au Togo. Mon œil de transparence. Et c'est comment les élections s'organisent au Togo. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure des réseaux sociaux. N'a-t-il pas vu des bourrages d'urnes que les gens ont filmés depuis les législatives? Il n'y a aucune élection au Togo où il n'y a pas de fraude. Tout est truqué. Tout est truqué. Même quand on enregistre les gens là, comment on l'appelle, l'enrôlement là, des gens, la fraude commence par là. La ligne, il y a la fraude. Et le comble même pour les présidentielles, les résultats viennent d'ailleurs. Et le président de la CENI, lui, voilà. Voilà, Afang Gbeji aujourd'hui dit que le RPT Unir a gagné et pendant les municipales, voilà, ça s'est confirmé pendant les municipales. Ignore-t-il que les municipales, le taux de participation n'atteint même pas 10% dans la partie sud du pays et dans le nord à peu près 8%. Personne n'est sorti parce que les sensibilisations ont traversé le Togo. Les sensibilisations sont rentrées dans presque toutes les maisons. Personne n'est sorti. Et les Togolais savent que vous pouvez voter même comme vous voulez. Les résultats sont les mêmes. Depuis 1998. Et si je veux raconter même ce qui s'est passé en 1998, les gens vont tenir leur tête. Les gens vont tenir leur tête. En 2005, c'est aussi extrêmement grave. C'est pourquoi nous le disons qu'il n'y a aucun grain de démocratie dans notre pays. C'est une dictature pure et dure. Pure et dure. Et c'est eux qui prononcent tout le temps le mot démocratie pour se donner bonne conscience et pour montrer à l'extérieur, puisque c'est l'extérieur qui les intéresse, pour montrer à l'extérieur que nous sommes en démocratie, alors qu'au fond, c'est une dictature pure et dure. Aujourd'hui, les pays anglophones même sont édifiés sur ce qui se passe au Togo. Avant, ils ne savaient rien. Les pays anglophones même ne s'intéressent, ne regardaient même pas ce qui se passe au Togo. Ce qui se passait, ce qui s'est passé et ce qui continue de se passer. Aujourd'hui, ils sont édifiés. Ils sont édifiés. Les pays anglophones sont scandalisés. Oui, ce que vous dites, j'avais été traîné dans la boue, je crois, en 2006 ou en 2005. Et que je suis, comme vous le dites, que M. Ali Akondo est en Europe, il salit l'image du Togo à l'extérieur. Et c'était sur la télévision togolaise, hein? Sur la télévision togolaise. Oui, oui. Voilà et que, une chaîne de propagande. Voilà, que chez moi, bon, les gens s'alignent depuis mon étage, depuis en bas, depuis les escaliers, jusque dans ma chambre. Les gens s'alignent pour me donner de l'argent parce que je les aide dans leur situation d'asile. J'ai dit, waouh, quelle propagande pour moi. Quelle propagande. S'il y avait les réseaux sociaux, tu aurais pu répondre. Oui, oui. À l'époque, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas WhatsApp. Et ils savent que si c'était aujourd'hui, je leur répondrais. C'est ça. Bon, de la même façon, il n'y avait pas WhatsApp, il y avait quand nous étions arrêtés, on nous a mis au Niouf et on a tellement menti dans nos comptes, à la télévision, à la radio. Ils mentent. Donc, ils mentent, ils vous accablent de tout. Pour que même lorsque vous sortirez même, vous deviendrez la peste. Quand les gens vous voient, ils fuient. La preuve, quand nous étions sortis de la prison, personne ne s'approchait de nos maisons. Même quand nous étions en prison là, quand il y avait un policier dans mon quartier, et quand il voit un véhicule s'arrêter à mon portail, et quand la personne part, il fait tout pour aller chez la personne.
Qui t'a dit d'aller dans cette maison? Mais qu'il a vu ta voiture là-bas, il va te faire peur. Donc voilà comment ce régime-là agit. Même les clampins, les petits, même dans les quartiers, se donnent même le pouvoir de faire ce qu'ils veulent. Merci, voilà, mon commandant. Il faut que ça s'arrête un jour. Merci, mon commandant. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Et donc, tous ceux qui ont à poser des questions au commandant peuvent faire leurs demandes. Et je crois que mes administrateurs sont là pour commencer par monter les compatriotes qui voudraient poser des questions à mon invité. Merci beaucoup, mon commandant. Merci pour cet engagement. Merci d'être toujours présent lorsque je vous fais appel. Et avant que vous ne répondiez aux questions de nos compatriotes, je voudrais vous signaler que demain, à partir de 21h30, nous avons un live. Donc, ce live sera co-dirigé par le professeur Issifou d'Amérique, celui qui anime Tempo Africa, la télévision Tempo Africa en Amérique, et moi-même. Donc, le thème de demain sera très spécial. Le thème concernera l'imam Savitiou de Lomé, de Dagoé, qui a été interpellé et qu'on a refusé de faire des prêches. Bon, nous allons parler de la communauté musulmane en général. Même si on est thème ou pas, on parlera de la communauté musulmane en général. Et on parlera donc de ces imams qui ont des problèmes avec le régime parce qu'ils osent dire la vérité. Ils osent dire la vérité, cette vérité que les prêtres, les évêques aussi disent. Mais les imams thèmes, on leur refuse, on leur intime l'ordre de ne plus jamais parler de ça. Alors qu'à côté, chez nos frères chrétiens, ce n'est pas ça. Pourquoi 2 poids, 2 mesures? Donc demain, nous vous donnerons tous les détails possibles et soyez au rendez-vous à partir de 21h30 et nous en parlerons avec des précisions, avec beaucoup de détails. Merci beaucoup. Merci, mon commandant. Est-ce que mes administrateurs sont là pour commencer par monter nos camarades qui voulaient poser des questions et qui veulent poser des questions? Je vois déjà deux qui sont sur la page pour poser des questions. Il y a Wazari et puis je ne sais pas combien longtemps, je ne sais pas s'ils sont déjà partis ou bien ils sont toujours là. Il y a Romarikson. Et puis, il y a Redel. Bien, je vous dis bienvenue, je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Est-ce que Wazari est là? Vous êtes là, Wazari? Vous êtes là? Bon. Alors lui, je le redescends. Donc, la parole revient automatiquement à mon ami Romarikson. Bonsoir, Romarikson. Bonsoir, mon grand. Bonsoir. Oui, bonsoir, mon frère Olivier. Bonsoir, Romarikson. Bonsoir. Oui, bonsoir. J'aimerais préciser aux gens que Olivier Ama est une des raisons qui nous donne espoir qu'il n'y aura jamais de guerre ethnique au Togo. Parce que pendant que ce régime fait croire aux Togolais que certaines ethnies sont contre les Kabyles, Olivier Ama est un pilier qui parle et qui dit
les Togolais sont un et indivisibles. J'aimerais avoir dit ça avant de parler. J'ai besoin seulement d'à peine 2 minutes. Et allez-y. Selon les sciences politiques, parce que les autocrates quittent rarement le pouvoir par les élections, 2 autres moyens non conventionnels sont apparus par lesquels ils sont évincés. Évincés, parce qu'ils ne quittent pas, 2 moyens sont apparus par lesquels ils sont évincés. Moyen numéro 1, le coup d'État. Ça, c'est ce qui est fait par les militaires. Moyen numéro 2, la révolte populaire, c'est pas le peuple. Donc, puisque nos soldats, dans l'histoire du Togo, ne nous ont pas démontré qu'ils peuvent faire quelque chose, on ne peut pas compter sur eux. L'élection, pendant les 35 dernières années, nous avons vu que ça n'a pas de sens. Donc, le seul moyen que nous avons maintenant pour libérer notre pays, c'est la révolte populaire. Donc, les ordres qui vont être donnés dans les jours de la semaine à venir, il faut que tous les Togolais comprennent ceci. Il ne s'agit plus de manifestation, il ne s'agit plus de marche, mais il s'agit de la révolution. La révolution, c'est un soulèvement du peuple qui enlève l'ordre établi. Donc, nous nous mettons debout pour en finir avec ce régime illégal et illégitime à la tête de notre pays. Deuxième chose, quand l'ordre sera donné, que ce soit le M66, que ce soit le Terre de la Liberté, que ce soit Olivier Ama, quel que soit celui qui a donné l'ordre, il faut que chacun se mette debout, de Saint-Cassé jusqu'à Djancassé. Le jour où nous allons atteindre la masse critique et nous allons aller là où se trouve le pouvoir, Fonia Singbe n'aura pas plus de 2 ans pour quitter le pouvoir. La masse critique, c'est quand nous aurons atteint 1 million, 500 000. Les lieux du pouvoir, nous connaissons là où se trouve le pouvoir. Quand nous allons aller à ces lieux du pouvoir, Fonia Singbe va prendre un hélicoptère et va fuir. Maintenant, à tous ces gens-là qui commettent des crimes pour que le Fonia Singbe reste au pouvoir, je vous dis que dans l'hélicoptère de Fonia Singbe, il n'y a que 2 places. La place pour le pilote et la place pour M. Fonia Singbe lui-même. Donc, à peine il arrivera à, à décoller l'hélicoptère, à peine il arrivera. Et on ne sait même pas si un pays va l'autoriser à descendre chez lui. Donc, tous ceux qui commettent les crimes là, quand Fonia Singbe va quitter, s'il arrive à quitter, il quittera seul, avec son pilote. Et ceux qui font les crimes là, il y a ce qu'on appelle la justice du peuple. Et ça, c'est une justice qui n'est pas souhaitable. Donc, il faut que chacun fasse attention. Ce monsieur a fait 20 ans à la tête du Togo. Il doit quitter le pouvoir. Maintenant, le peuple en a marre. Il faut qu'il s'en aille. On ne lui veut pas du mal. Que Fonia Singbe quitte, il s'en aille en paix. Mais notre pays doit être libéré. Citoyen togolais, mobilise-toi. Et aux prochains ordres, ce sera la fin du régime Petit-Uni. Merci beaucoup. Merci, Romarickson. Merci. Romarickson, merci beaucoup. Merci pour ce que tu as dit de moi. Bon, comme tu le sais, on essaye de dire la vérité. Je pense que c'est cette vérité qui nous affranchira. Ceux qui continuent par mentir, ceux qui sont dans les menteries pour manipuler les populations. Je pense que, Romarickson, toi tu es là-bas, tu fais vraiment ta part en réveillant les Togolais tout le temps et à tout moment. Et sois vraiment remercié. Par rapport à ce que le maître Afang Bedi a dit, que il y a certains de la diaspora ou de l'opposition ou des mouvements qui sont vent debout contre le régime disent qu'ils vont tuer les Kabyais, qu'ils l'ont dit. Voilà. Je me rappelle que j'ai vu une vidéo comme cela, mais celui-là, c'est un homme du RPT uni. Juste, on a tardé de dire aux Togolais que quand ou lorsque le régime est au mur, voilà un message, il passe un message comme ça pour rassembler la communauté du chef de l'État contre les autres. Ils l'ont fait, mais je pense que ça n'a pas marché. Nous sommes là, certains aussi petits frères sont là, ils sont dans la diaspora comme dans le pays, et ces choses ne marchent plus avec les jeunes Kabyais de maintenant. Non, ça ne marchera plus. Parce que Fort a été défaillant durant ces 20 ans. Et où? Plus dans notre préfecture de la Kosa et dans la région de la Kara. C'est là-bas même la pauvreté est installée.
La pauvreté depuis son père jusqu'à son temps. Et pendant 20 ans, si vous allez chez nous au village à Pia, je vous dis que les WC publics, il n'y en a même pas. Comme l'a dit Ferdinand Haïté, c'est une réalité. Les gens défèquent dans les champs. Jusqu'à aujourd'hui, au XXIe siècle. Fort incapable de construire des WC publics dans son propre canton. Il y a des maisons en paille. Il y a des tôles rouillées. On a mis des briques sur les tôles, des embancos partout. Et la fois dernière, je disais pour s'amuser que la seule chose que le régime de Faure et de son père ont réussi à Pia, c'est la plantation des arbres. Comme ils vénèrent la journée du 1er juin comme une date, je ne sais pas, une date à vénérer, voilà, il n'y a que les arbres. Et quelle sorte d'arbres? Il y a plus d'eucalyptus, et ces eucalyptus appauvrissent le sol. Ça prend énormément de l'eau au sous-sol, et les feuilles des eucalyptus appauvrissent le sol. Donc, les Kabyles sont d'abord appauvris sur le plan économique, et sur le plan agricole, les eucalyptus continuent de les appauvrir, puisque les récoltes ne donnent plus rien. À Pia, si tu n'as personne à Lomé, ou tu n'as personne dans la fonction publique, tu meurs de faim, puisque c'est les gens qui aident. Notre centre de santé, ça n'existe même plus. Et il n'y a pas d'ONG pour aider les vieilles et les vieux. Il n'y a rien. Et chez nous à Pia, il n'y a rien. Simple palu, tu es obligé de faire 15 km pour descendre à l'hôpital de Kara. Quel hôpital encore? En état de délabrement total. Hein? La superficie de l'hôpital de Kara ne fait même pas 1 hectare. Voilà. Donc, heureusement que les Chinois ont construit un autre hôpital à Tomde qui aide un peu. Mais sur le plan sanitaire, Kara, en toute sincérité, même Palu tue les gens à Kara.